Recording in progress. Welcome everyone. We'll just wait 1 minute. Bonjour à toutes et à tous. Donnez-nous encore un instant, le temps que chacun puisse cliquer sur le lien et se joindre à nous. Good morning, good evening, good Bonjour, bon après-midi, bonsoir à toutes et tous. Je vous souhaite la bienvenue au webinaire EpiWin avec un sujet extrêmement intéressant. Il s'agit de l'analyse intégrée des épidémies. Comme vous le savez, il s'agit d'une approche globale, coopérative à l'analyse. Et vous allez entendre parler d'un outil que vous pouvez utiliser au fin de l'analyse intégrée des épidémies. Nous allons entendre des experts passionnants. Marie-Émilie Legad, qui est l'épidémiologue ici au siège de l'OMS, qui travaille sur les systèmes de suivi de surveillance. Madame Degaille est responsable, la lead. Elle fera une présentation pour vous expliquer les tenants et aboutissants de l'approche. Je ne vous en dis pas plus. Nous avons également Jérôme Pfaffmann-Zambroni de l'UNICEF, le responsable de l'unité pour les urgences de santé publique chez l'UNICEF. Nous entendrons donc les explications sur l'outil et ensuite nous entendrons l'exemple pratique de la mise en œuvre de l'outil dans un pays. Nous sommes extrêmement reconnaissants au docteur Dani Kalala et au docteur Franck Kafoua du ministère de la Santé publique en République démocratique du Congo. Merci beaucoup, Dani Kalala et Dr. Franck Kafoua, d'être avec nous. Nous entendrons aussi le Dr. Nima Masika Moussienene de l'épicentre MSF. Nous allons entendre parler de l'utilisation dans le cadre du Mpox et puis aussi d'une autre maladie, la rougeole. Nous entendrons ensuite le responsable technique de l'OMS, Yaja Elouard, qui nous fera parcourir la boîte à outils et vous en saurez plus sur comment vous pouvez en faire une utilisation pratique. Et bien sûr, nous voulons aussi vous donner la parole, donc nous nous félicitons d'avance des questions et réponses. Vous me connaissez, Supriya Beswara, c'est la femme moment que j'ai dirigé EpiWin. Celles et ceux d'entre vous de la famille EpiWin, comme vous le savez, nous aimons savoir d'où vous venez, ce que vous faites. Donc, si vous pouviez vous présenter dans le chat. Et nous aimerions aussi que vous posiez vos questions, pas dans le chat, mais dans la boîte questions-réponses, Q&A, pour qu'on puisse assurer un bon suivi des questions et les avoir regroupées. Mais nous aimerions aussi connaître votre expérience, vos expériences. Tout ce qui sera mis dans le chat y restera. Les experts vont regarder ce qui s'y dit et sont extrêmement intéressés par vos présentations. Ensuite, quelques éléments techniques. Comme vous le savez, nous sommes plateforme d'apprentissage et de partage. Donc nous serons ravis de vous entendre, mais merci d'être toujours centrés sur le sujet et d'être respectueux les uns les unes vis-à-vis des autres. Donc merci de respecter simplement ces deux conditions, pas de hors-sujet et d'être respectueux vis-à-vis des autres. Comme vous le savez, le webinaire est enregistré et figurera sur le site web avec les présentations. Donc vous aurez accès à la fois à l'enregistrement, mais aussi aux présentations à l'avenir. Sur ce, avant de donner la parole à Marie-Émilie, ma collègue, j'aimerais que l'on entende votre voix. On commence toujours par le Slido, comme vous le savez. Est-ce qu'il s'est affiché? Donc nous aimerions votre réponse à la question suivante. Pourquoi pensez-vous qu'il est important d'adopter une approche basée sur l'analyse intégrée des épidémies?
Donc, vous êtes invités à nous rejoindre à slido.com 3925 427. Hashtag 3925 427. Vous êtes invités à répondre. Centraliser les données, avoir des prévisions, des orientations. Souvent, on oublie les sciences sociales. C'est tout à fait vrai, je partage votre avis à ce sujet. Avoir des orientations, qui apparemment est vraiment une des réponses clés, pour pouvoir me suivre les épidémies, les flambées, c'est efficace en termes de coûts, c'est efficace tout court, cela aide à la prise de décision, permet une meilleure coordination. Formidable. On voit qu'effectivement, vous trouvez que l'outil est utile. Oui, renforcer les sciences sociales, cela va de soi. 83 réponses, ce serait bien d'en avoir plus encore. Alors, je ne vais pas partager les slides sur cette plateforme, mais n'hésitez pas à aller sur slido.com. Vous pouvez réagir aussi longtemps que vous le souhaitez jusqu'à la fin du webinaire. Et bien sûr, nous partagerons le résultat avec tous les experts. Marie-Émilie, vous avez la parole. Merci beaucoup, Soupriya. Je suis vraiment très contente de participer à ce webinaire. C'est la première fois que nous avons l'occasion de faire une présentation de l'outil d'analyse intégrée des épidémies à un aussi grand public, des personnes qui peuvent vraiment faire un bon usage de cet outil dans le cadre de flambées d'épidémies dans leur pays. Donc merci pour cette occasion qui m'est donnée de faire une présentation à ce formidable public. J'aimerais donner la parole à Jérôme Pfaffmann-Zambruni, qui est l'un des responsables premiers depuis le concept de l'analyse intégrée des épidémies. Donc, après l'avoir entendu, je prendrai la parole. Jérôme, vous avez la parole. Merci beaucoup, Marie-Amélie Soupria. Je suis extrêmement impressionnée de m'adresser à plus de 700 participants. Un très grand merci pour cette occasion qui m'est donnée. Vous m'avez invité à faire des remarques d'ouverture. J'aimerais dire que je ne suis pas spécialiste, mais bien praticien de l'AIE. L'analyse intégrée des épidémies fait partie de mon travail en tant que répondant dans les urgences sanitaires. Il y a 3 choses qui me tiennent à cœur, 3 choses que j'apprécie en particulier de l'AIE. Alors j'aimerais rendre hommage à ma mère qui me disait toujours 3 choses ça suffit parce qu'après on ne retient plus. La première chose qui me plaît avec l'AIE, c'est que c'est une approche collaborative qui regroupe des partenaires multiples, qui les rassemble, qui réunit aussi des données en provenance de différentes sources. Une analyse qui vient soutenir l'action des acteurs locaux, des autorités, de ceux qui prennent des décisions sur le terrain. Donc ce que je constate de mes propres yeux, c'est que c'est vraiment le bon cadre pour répondre aux urgences sanitaires. Par ailleurs, il ne s'agit pas d'une approche dogmatique. Les praticiens de l'AIE s'adaptent, adaptent la collecte des données, adaptent la manière dont l'analyse est réalisée en fonction du cadre. C'est un outil de terrain, adapté au terrain, ce qui apporte une valeur ajoutée à l'approche AIE. Et la boîte à outils qui sera ultérieurement présentée permettra de voir comment nous pouvons prendre les expériences pour les mettre en œuvre ailleurs, peut-être pas totalement, mais en partie lorsqu'il y a une crise sanitaire. C'était mon deuxième point. Et mon troisième point est le suivant. Il s'agit d'une approche basée sur l'intervention de multiples acteurs. Il y a une autre valeur ajoutée très forte. C'est le fait que la base de données est partagée entre toutes ces parties prenantes pour la prise de décision. Les analyses sont partagées. Les données proviennent à la fois des communautés et de différentes perspectives de la communauté, venant s'ajouter à toutes les autres données préexistantes,
ce qui permet d'avoir différentes perspectives, mais provenant du terrain, pour assurer une bonne prise de décision. Quand on prend l'intérêt supérieur de l'enfant, ce qui est inscrit dans le mandat de l'UNICEF, pour s'assurer qu'une urgence de santé publique trouve une réponse communautaire, qui soit donc basée sur les besoins exprimés par la communauté, on a un outil qui permet vraiment une prise de décision sur la base de tous les différents piliers, permettant de guider l'action dans l'intérêt de la communauté concernée. Donc voilà les 3 points que je tenais à souligner avant le démarrage, et je suis très impatient d'entendre les différentes perspectives et les présentations. Je m'interromps là pour dire que j'étais très impressionnée par les plus de 700 participants auxquels je me suis adressée. Et maintenant, il y a plus de 800 participants pour les prochains intervenants. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Jérôme. Je vais faire un partage d'écran pour présenter l'outil AIE à toutes et tous. Qu'est-ce que l'analyse intégrée des épidémies? Vous allez voir une petite vidéo. Qu'est-ce que l'analyse intégrée des épidémies, AIE? Lorsque l'on enquête sur une épidémie, la première chose que l'on recherche en épidémie, c'est qui, quand, où. Donc, qui est frappé, à quel moment et à quel point la maladie s'étend-elle et où s'étend-elle. On demande aussi quel est l'agent pathogène de la maladie, quel impact clinique, à savoir quels sont les symptômes et est-ce que ces symptômes conduisent soit à l'hospitalisation, soit au décès. Sont-ils à ce point graves? Cela ne nous donne qu'une image fragmentaire de la flambée. Pourquoi certaines personnes, par exemple, en sont-elles plus durement frappées que d'autres? Pourquoi les réponses des communautés sont-elles divergentes? L'analyse intégrée des épidémies, AIE, est une approche pour mieux comprendre la dynamique des épidémies, expliquant pourquoi c'est ici ou là, dans telle ou telle communauté, à tel ou tel moment, que cette épidémie a lieu, et pourquoi la réponse peut avoir un impact différent en fonction du lieu et de la communauté. Une meilleure compréhension des comportements des communautés peut expliquer pourquoi il y a plus de risques dans telle communauté que dans une autre. Il est indispensable d'avoir des discussions avec les groupes pour avoir une collecte d'informations. Il y a aussi des vulnérabilités ou des risques préexistants. Par exemple, le statut vaccinal qui explique qu'il y a des pics dans différentes communautés. Ce sont les registres nationaux de la santé, comme par exemple le système DHIS2, qui permettent de le savoir. Il est aussi essentiel de savoir s'il y a la capacité et la connaissance de la part du personnel de santé pour savoir traiter la maladie. Ce sont dans les rapports ou dans les enquêtes que l'on retrouve ces informations faites auprès du personnel de santé. Il faut aussi tenir compte des événements, du contexte local dans lequel cela a lieu. Par exemple, y a-t-il eu une rupture dans la fourniture des vaccins ou de nouvelles politiques ont-elles été mises en œuvre? Et là, ce sont les programmes de santé qu'il faut regarder, ou les médias sociaux, les journaux, pour en savoir plus. Il est crucial aussi de tenir compte des normes de genre, qui est responsable de la prise en charge des maladies, par exemple, qui prend en charge les personnes âgées, et souvent les personnes âgées et les nouveau-nés sont le plus à risque. Les questions anthropologiques, les interviews, les groupes de focus et les discussions avec le personnel permettent d'avoir des réponses à ces questions-là. Toutes ces informations viennent donc de sources très différentes, mais elles sont interconnectées et l'ensemble des informations donne une image répondant aux questions. Bien sûr, les facteurs sont différents d'un endroit à l'autre et c'est pourquoi c'est au niveau local qu'il faut chercher ces informations en partenariat avec les ministères de la Santé et les parties prenantes locales. Pour en savoir plus sur l'AIE, veuillez cliquer sur l'une des 2 autres vidéos. Comment mettons en œuvre l'AIE? On en saura plus en entendant l'exemple concret de nos collègues de la République démocratique du Congo. Il y a 5 étapes. Il y a des questions et ces questions s'appellent les questions déclenchantes. Il faut les identifier. Ensuite, il faut les valider pour pouvoir enquêter sur les réponses à trouver à ces questions. C'est grâce au passage en revue des données, à l'interprétation des données de ces informations. Soit ces informations sont disponibles, soit il faut les chercher.
Dans ce cas, il peut y avoir une collecte ad hoc d'informations sur le terrain. Ces données et ces informations peuvent provenir de tout un éventail de sources liées à des cas, des informations contextuelles, des informations sociales, des informations environnementales, mais aussi des informations liées à la santé animale. Toutes les sources sont utiles pour répondre à la question déclenchante. L'information est ensuite analysée de manière collaborative et de manière intégrée, à savoir de manière à faire bon usage de l'expérience des experts qui participent à la structure de l'AIE et qui se penchent sur la question déclenchante, de manière à tenir compte de toutes les perspectives nécessaires, toutes les facettes de l'expertise. Il se peut que des données supplémentaires soient nécessaires, dans quel cas elles seront collectées. L'analyse intégrée collaborative conduit à des conclusions qui sont elles aussi interprétées de manière collaborative. L'interprétation donne une vision commune de ce que peut être la situation. Toutes les parties prenantes et tous les partenaires concernés trouvent ensuite des solutions ensemble ou des actions pour répondre aux causes premières qui ont conduit à la question déclenchante. À cette étape, il y a un log de toutes les activités décidées ensemble, décidées coopérativement, collaborativement. Chaque partie prenante est redevable des actions qui ont été prises ensemble sur la base des données probantes. Et puis la dernière étape du processus AIE est d'assurer le suivi des données probantes. Comment celles-ci sont-elles utilisées et quel est l'impact dans le processus? Ceci conduit à un processus itératif où on reprend une question itérative pour mesurer ensuite l'impact ou pour voir s'il est nécessaire d'entreprendre des mesures correctives. Brièvement, puisque Jérôme a déjà évoqué la naissance de l'idée de l'AIE, tout d'abord, c'est en République démocratique du Congo, avec le ministère de la Santé publique, que ce principe a été développé. Nous sommes heureux d'accueillir ces représentants aujourd'hui. Et ce, en 2018, lors de la flambée d'Ebola. L'épidémie a sévi 2018 en 2020 en RDC. Il s'agit d'un travail coopératif entre la cellule épidémiologique et l'épicelle qui, heureusement, ont coopéré de sorte à répondre à des questions déclenchantes qui, à l'époque, ne portaient pas le nom de questions déclenchantes, mais qui ont permis de donner une compréhension holistique, vision holistique lors de l'épidémie d'Ebola. On a pris le nom français parce que c'est en RDC qu'est née l'analyse intégrée des épidémies. L'établissement initial de l'initiative AIE a été mené par l'UNICEF, le CDC des États-Unis, l'OMS, Épicentre, l'école LSHTM pour les médicaments tropicaux, l'Institut d'Anvers et plus tard les sociétés du Croissant Rouge qui sont rejointes à nous. Tout cela sous l'égide du Gouarn, l'objectif étant pour toutes ces organisations d'agir de concert avec leur ministère de la Santé à participer à la réponse à une urgence de santé publique. Ce sont les acteurs habituels qui sont déployés sur le plan international avec un soutien au ministère de Santé publique en cas de crise sanitaire. Depuis, l'approche s'est élargie à d'autres crises, non seulement en RDC, mais aussi en Guinée, Ghana, Haïti, en Ouganda, pour le choléra, la fièvre de Marburg, le Covid-19, mais aussi les violences basées sur le genre et aussi la lutte contre la malnutrition. Voici le groupe d'organisations qui ont, d'une manière ou d'une autre, participé au processus AIE dans les différents pays. Depuis 2018-2020, il y a l'équipe centrale AIE et le réseau AIE avec des organisations non gouvernementales, mais aussi des instituts nationaux de la santé, des organisations des Nations Unies, des établissements universitaires, de recherche, donc un vaste réseau de soutien. Et nous avons été soutenus par le réseau Goarn depuis la naissance du projet. Résultat clé,
Ce sont des livrables tangibles. Il y a eu beaucoup de matériel de communication que nous avons pu assembler. Des échanges que vous trouverez sur notre site web, qui était trimestriel, les appels, le réseau mensuel. En 2024, il y a eu des formations au Malawi et au Sénégal, les premiers ateliers pour l'OMS, de manière très spécifique, et des collègues d'autres organisations se sont joints aux collègues de l'OMS. Et cette année, nous avons eu la chance de pouvoir publier la boîte à outils AIE en anglais et en français. Et Ashna nous fera la présentation de la boîte à outils qui a été développée collaborativement, pas seulement par des collègues de l'OMS, mais des collègues de différentes organisations, y compris le ministère de la Santé publique de la RDC. Les prochaines étapes pour nous, être capable de dérouler cette approche auprès des États membres intéressés, lancer des collaborations avec divers partenaires nationaux et régionaux et inclure cette approche dans les programmes de formation à l'intention des épidémiologistes, mais aussi des personnes qui font des sciences sociales, publier et disséminer cette boîte à outils, disséminer du matériel sur le sujet. Voici nos coordonnées, les liens vers notre chaîne YouTube et notre site web. Merci. Merci beaucoup, Marie-Amélie. Merci pour cet aperçu absolument remarquable. Alors, vous a parlé de l'analyse intégrée des épidémies. Voyons à quoi cela ressemble dans les pays en question. Et j'aimerais inviter à ce stade le docteur Dani Kalala à faire sa présentation. Dr. Dani Kalala. Docteur Dani Kalala, c'est à vous. I just want to also add. J'aimerais aussi ajouter que nous disposons d'interprétation. Cette présentation sera faite en français, mais si vous cliquez sur le globe en bas de l'écran, vous pouvez choisir l'interprétation en anglais pour ceux d'entre vous qui préférez suivre en langue anglaise. Merci beaucoup. Merci pour la parole. Docteur Dani étant un peu empêché, donc c'est moi, Docteur Franck, qui fera la présentation et il pourra toujours me compléter pendant que je serai en train de faire cette présentation. Alors, cette présentation, voilà. Pour cette présentation, nous allons commencer par faire un petit rappel du contexte. Ensuite, nous parlerons de l'organisation actuelle de la cellule d'analyse intégrée. Et après, nous parlerons de méthodologie de travail actuelle, les leçons apprises, les défis, ainsi que les perspectives par rapport à l'appui de la CAI dans la réponse impose. Alors, pour ce qui est des rappels, je crois que la présentatrice précédente a rappelé le contexte de la création de la cellule d'analyse intégrée. Donc, c'était lors de la 10e épidémie de la maladie à virus Ebola au niveau du Nord Kivu et des sites Kivu. Alors, les constats pendant cette épidémie étaient que les données étaient éparses et non intégrées. Et cela avait entraîné une faiblesse dans la coordination et un sérieux retard dans la prise de décision. Et pour faire face à cela, le ministère de la Santé, avec les partenaires techniques et financiers et d'autres partenaires, se sont mis d'accord pour mettre en place la cellule d'analyse intégrée, qui avait pour mission de centraliser toutes les données multisources et de fournir maintenant des analyses de façon régulière et intégrée pour partager avec le management et accélérer la prise de décision. Alors, pour ce faire,
actuellement, la cellule d'analyse intégrée est organisée ou se positionne au niveau de la section planification du Centre des opérations des urgences de santé publique de la RDC. Et c'est au niveau de la section planification que cette cellule d'analyse intégrée est implémentée. Et dans cette cellule d'analyse intégrée, il y a la composition de plusieurs experts, des épidémiologistes, des biostatisticiens, des gestionnaires des données, des analystes. Tous se réunissent pour aider à une réponse rapide et efficace. Alors, dans ce qui concerne le rôle que la cellule d'analyse intégrée a joué dans la réponse MPOX, la cellule d'analyse intégrée dans la réponse MPOX a aidé dans la coordination et intégration des données, les analyses et la production des indicateurs clés. Ensuite, l'orientation stratégique auprès des managements, la contribution aux produits d'information, l'innovation et la digitalisation, ainsi que les renforcements des capacités. Pour ce qui est de la coordination et intégration des données, donc au sein de la cellule d'analyse intégrée qui a appuyé la réponse MPOX, nous collectons les données multisources, les données qui nous viennent de surveillance, de la prise en charge, des laboratoires, des CREC, de la vaccination. Et toutes ces données sont analysées et ils sont intégrés. Et pour intégrer ces données, nous avons développé et mis en place les SOP pour le nettoyage et l'intégration de toutes ces données. Une fois les données intégrées, les bases unifiées, nous procédons maintenant aux analyses. Et ces analyses que nous proposons au sein de la cellule d'analyse intégrée sont utilisées dans l'élaboration des sites web, dans l'élaboration et la production de présentations des réunions stratégiques qui sont des réunions hebdomadaires et également dans la production des indicateurs stratégiques comme les taux de positivité, la couverture vaccinale, le suivi des contacts, les délais de rendu des résultats. Donc, tout ça, ce sont des analyses que nous élaborons au niveau de la cellule d'analyse intégrée pour présenter au management afin que ces derniers puissent prendre des décisions. Et là, il y a l'appui dans la prise de décision. La République démocratique du Congo étant un pays vaste, avec le contexte des ressources très limitées, au sein de la cellule d'analyse intégrée, nous avons développé des critères de priorisation des zones de santé. Et lorsqu'on a développé ces critères de priorisation des zones de santé, en termes de zones de santé hotspots, les zones de santé sous contrôle, les zones de santé affectées, cela avait permis à ce que les ressources puissent être très bien orientées, très bien organisées et pendant les déploiements des interventions rapides, nous avons pu aider le déploiement des équipes sur le terrain et même l'allocation de vaccins. Cela avait permis à ce que nous puissions faire cela dans la réponse MPOX. Là, c'est juste l'exemple de ce que nous avons pu faire. Et en ce qui concerne l'innovation et la digitalisation, la cellule d'analyse intégrée a permis à ce que nous puissions implémenter la digitalisation dans les rapportages des données MPOX en République démocratique du Congo. Certes, actuellement, la couverture est encore partielle, mais nous sommes encore en train de travailler avec les partenaires techniques financiers pour voir comment couvrir du moins une bonne partie de l'étendue du pays. Et cela se fait au travers de l'outil DHS pour la remontée des données au niveau central. Et c'est là que nous puissions avoir les données à temps réel, vu qu'au départ, on avait des difficultés pour avoir des données à temps réel. Alors, au sein de la cellule d'analyse intégrée, il y a ces développements-là des SOP, des nettoyages et des intégrations de données.
Nous avons également élaboré des plans de nettoyage et des plans d'analyse. Et tout ça, ce sont des choses que nous avons fait au niveau de la cellule d'analyse intégrée pour répondre à la réponse Mpox. Il y a aussi les aspects des renforcements des capacités que l'équipe qui gère la cellule d'analyse intégrée apporte aux acteurs de la réponse. Donc, il y a les renforcements des capacités. Il y a également des ateliers organisés pour l'harmonisation des données avec les provinces. Ça s'est fait en janvier 2025 où nous avons réuni tous les gestionnaires de données de tous les 26 provinces de la République démocratique du Congo afin que ces derniers qu'on puisse harmoniser les données ensemble avec toutes les provinces. Et aussi, la cellule d'analyse intégrée, c'est vraiment une plateforme de plaidoyer auprès des partenaires pour mobiliser les ressources. Et ça, c'est très important parce que à chaque fois qu'il y a des équipes qui viennent en appui au sein de la cellule d'analyse intégrée, nous nous réunissons et nous discutons ensemble pour voir comment orienter et prendre des décisions. Pour ce qui est de la méthodologie du travail, au sein de la cellule d'analyse intégrée, dans le cadre d'appui à la réponse Mpox, nous nous réunissons chaque semaine. Les réunions peuvent être en présentiel ou en ligne. Donc, nous nous réunissons là et après, pendant ces réunions, nous nous répartissons des tâches, des délais et nous pensons également en revue tout ce que nous avons fait comme analyse pour les semaines précédentes. Nous attendons également les feedbacks du management parce que le management aussi, après avoir effectué des analyses, ils nous font également des feedbacks pour nous aider à améliorer le travail que nous leur faisons. Comme leçon apprise, au départ, lors de la réponse Mpox, nous nous sommes retrouvés avec 22 modèles de base de données. Et pour corriger ces problèmes, c'était vraiment un challenge pour nous, mais nous avons réussi quand même à avoir une seule base de données pour toutes les provinces et nous avons standardisé l'outil de collecte des données dans toutes les provinces. Et aussi, pour ce qui est de leçons apprises, vraiment au sein de la cellule d'analyse intégrée, c'est vraiment une instance collaborative et là, on a une lecture unique des données que nous partageons avec tout le monde. Donc, la lecture est vraiment unique. Une fois que nous avons les données, nous analysons ensemble avec tous les partenaires techniques et financiers et nous partageons les mêmes données avec tout le monde. Et aussi, parmi les leçons apprises, il y a la digitalisation qui est en train d'être accélérée, qui accélère plutôt l'analyse et la visualisation de données. Il y a également les renforcements des capacités au niveau des provinces, ainsi que la communication claire. Mais les défis restent encore énormes, étant donné que la digitalisation ne se fait pas encore partout dans toutes les provinces. La digitalisation, actuellement, c'est dans quelques provinces et d'autres provinces utilisent encore la remontée des données à partir des bases Excel. Et nous avons encore ce problème-là de qualité des données. Nous avons des problèmes de complétude des données et de promptitude et aussi la capacité limitée des acteurs qui appuient ou des experts qui appuient la cellule d'analyse intégrée, étant donné que ces derniers dépendent plus des contrats qu'ils signent avec les organisations. Et aussi, il y a toujours ces problèmes de logistique, problèmes de connectivité, faible connexion Internet, que ce soit au niveau central, même au niveau des provinces, et aussi la charge de travail. Donc, il y a vraiment ces grands défis par rapport à la charge de travail où les experts de la cellule d'analyse intégrée sont parfois appelés à travailler même hors les heures de travail. Donc, on travaille des fois même pendant les week-ends où nous continuons toujours à travailler. Et il y a cette incertitude dans la durabilité de la cellule d'analyse intégrée, étant donné que les ressources ne sont pas toujours disponibles. Alors, comme conclusion, nous allons dire que la cellule d'analyse intégrée
c'est vraiment, peut être considéré comme les centres nerveux de la réponse à la République démocratique du Congo, étant donné qu'elle apporte une vision claire et intégrée des épidémies, une production des analyses rapides et fiables et une aide à la prise de décisions stratégiques pour la coordination efficace des réponses en République démocratique du Congo au niveau des provinces et au niveau national. Il est quand même indispensable d'assurer un soutien à long terme afin de garantir la qualité et les bonnes analyses de données au sein de la cellule d'analyse intégrée de la République démocratique du Congo. Merci à tous. Merci beaucoup, Dr. Franck Afoy. Maintenant, on donne la parole à Nima Moussienene. Oui, très bien. Il faut aller à la première slide. Puis vous pouviez mettre votre vidéo, merci. Oui, allez-y. Juste, Juste pour les participants, il y a de l'interprétation en français et en anglais. Pour ceux d'entre vous qui préféreraient suivre en anglais, n'hésitez pas à cliquer sur le petit globe en bas de votre écran et sélectionner la langue de votre choix. Le français, ce sera la langue de la présentation, mais vous pouvez choisir l'interprétation en anglais si vous le souhaitez. Allez-y, Nima.
Peut-on conclure? S'il vous plaît, Nima, peut-on conclure, s'il vous plaît? Merci. Merci beaucoup, Nima. À vous, Yajnaïl. Thank you very much, Dr. Nima. Merci, merci Nima. Je vais maintenant inviter Yajna Elouar qui va nous parler
de la boîte à outils de l'analyse intégrée des épidémies que vous pourrez utiliser maintenant que vous savez comment cela se passe dans les pays. Effectivement, je vais essayer d'être brève. Est-ce que l'on m'entend? Oui? Bien, alors je vais essayer d'être brève étant donné que nous sommes un petit peu en retard sur le programme. Alors, nous avons développé cette boîte à outils pour aider à l'utilisation de l'approche AIE dans différents contextes. Cette boîte à outils se fonde sur les expériences faites notamment en RDC. Elle a été développée en consultation avec différentes entités qui utilisent déjà l'AIE et elle a été étudiée par des experts. Nous avons eu 2 cycles de révision. L'on se fonde sur des outils déjà existants qui ont été développés par le passé et cette boîte à outils réunit le tout. L'idée avec cette boîte à outils, c'est d'offrir une compréhension globale de l'AIE pour mettre en avant son importance comme Marie-Amélie l'a dit dans sa première présentation. Cela offre également des orientations étape par étape pour voir comment on peut utiliser l'approche AIE et la mettre en œuvre dans la pratique. Le public de cette boîte à outils, eh bien, c'est grosso modo n'importe qui. Mais de manière plus spécifique, les autorités responsables de la santé publique, les entités impliquées dans la riposte, ça peut être n'importe quel groupe, une organisation internationale qui participe à la riposte et qui souhaite l'utiliser. Nous avons vraiment essayé de le concevoir de manière ergonomique pour que ce soit pas trop lourd à utiliser, que ce soit facile à utiliser, que ce soit tout à fait pratique et que ce soit clair. À droite, vous voyez nos documents, un aperçu de documents avec les liens aux différents chapitres, les SOP. Donc on a cet aperçu et il est possible de naviguer d'une partie à l'autre dans la boîte à outils. Nous avons également un glossaire qui explique toute la terminologie employée. Certains termes sont assez généraux, mais d'autres sont assez spécifiques à l'approche AIE. Je ne sais pas si cela a déjà été mentionné, la boîte à outils existe tant en anglais qu'en français. Nous disposons de couvertures de chapitres interactifs qui vous permettent de naviguer un chapitre à l'autre avec une barre de navigation qui est présente dans toute la boîte à outils. Ça vous permet de revenir en arrière, d'avancer dans le document. Nous avons tout un tas de chiffres, de tableaux. Nous proposons des exemples tout au long de la boîte à outils. Certains de ces exemples sont présentés à de multiples reprises tout au long du processus. Et puis, des exercices, des exemples. Et en fin de boîte à outils, nous avons les SOP ainsi que les modèles de documents que vous pouvez télécharger en format Word et que vous pouvez utiliser pour les compléter facilement. Voilà, j'ai vraiment passé en revue ma présentation de manière très rapide. C'est une introduction très brève de la boîte à outils, de ce qu'elle contient. Et bien évidemment, la boîte à outils est disponible sur notre site web. Le mieux serait donc de vous y rendre pour pouvoir la télécharger. Merci beaucoup de votre attention et je suis disponible pour toute question que vous pourriez avoir. Thank you very Merci beaucoup, Yana. Merci d'avoir été aussi concise que possible, étant donné leur avancée, de sorte que nous puissions prendre quelques questions. Je vois qu'on en a pas mal. Nous passons donc à la séance questions-réponses. Alors, ma première question, je l'adresserai à Marie-Amélie. Elle porte sur l'approche Une seule santé. C'est Mathias Bézon qui dit, bon, je n'ai peut-être pas entendu, mais est-ce que l'AIE utilise l'approche Une seule santé ou pas? Eh bien oui. Il s'agit bien évidemment d'utiliser l'approche Une seule santé, avec une approche basée sur les risques. On
la santé environnementale humaine et animale qui interagissent. On utilise différentes sources d'informations pour envisager les différentes interactions, notamment entre la santé animale et humaine. Je ne pense pas que l'on ait besoin d'avoir des collaborations formelles avec différentes entités, notamment la FAO, entre autres organisations, mais tout le monde est bienvenu à participer au réseau AIE, à participer à ces outils. Question. Merci. Question suivante qui émane de Suzanne Munstermann. Elle est en français, alors peut-être que vous pouvez la poser. Oui, bien sûr. Susan, Merci Suzanne pour la question. Donc en français pour Dr Kalala et Dr Franck Cafois. Comment le IOA, l'AIE, s'intègre-t-elle dans le travail d'un COUS s'il est activé, par exemple dans le cas d'Ebola? Dans le travail d'un COUS, il y a aussi une cellule épidémiologique qui collecte des données pour les interpréter et fournir aux incident commanders pour mieux gérer la réponse. Donc, si docteur Franck ou docteur Dany pouvaient parler de leur expérience dans ce cadre-là et pour répondre à Suzanne. Merci. Oui, merci beaucoup pour la question de Suzanne. En fait, au sein de la cellule d'analyse intégrée en République démocratique du Congo, cette cellule évolue déjà dans la section planification du COUS. Donc, une fois un incident activé, la cellule d'analyse intégrée va directement commencer à aider dans la production des analyses et l'équipe qui travaille sur la remontée des données des épidémies va intégrer la cellule d'analyse intégrée pour qu'ensemble, on puisse apporter des analyses unifiées et partagées à tout le monde. En fait, c'est vraiment une collaboration vu que le COUSP, c'est déjà dans les centres des opérations d'urgence. Une fois activé, il y a la cellule d'analyse intégrée qui est déjà dans la section planification du centre des opérations d'urgence de santé publique. Donc, il n'y a pas de problème dans la collaboration. Tout se passe exactement très bien. Merci. Thank you very much. Merci beaucoup. La prochaine question. Donnez-moi juste un instant. Il y en a plusieurs. Dans la mesure où l'AIE dépend des données, comment s'assure-t-on d'avoir des données complètes et exactes dans les pays à faible revenu? Qui souhaite se lancer? Qui souhaite répondre? Marie-Amélie ou Yashna? Je peux démarrer, mais il serait intéressant d'avoir la vision des terrains des utilisateurs de l'AIE. Moi, je peux parler de l'exemple de la RDC. OK. Alors, pour avoir la certitude qu'on a les données de qualité qui nous sont remontées au niveau du terrain, qu'est-ce que nous faisons? Nous travaillons avec les divisions provinciales de la santé, les responsables des divisions provinciales de la santé, les responsables des zones de santé et également les responsables des aires de santé. Les données sont collectées au niveau des aires de santé et ces données doivent être validées par les responsables de l'aire de santé qui est l'infirmier titulaire de l'aire de santé. L'infirmier titulaire partage ces informations ou ces données auprès de médecins-chefs de zone et les médecins-chefs de zone, à son tour, ils ont une réunion où ils valident la qualité de ces données avant de partager au niveau de la division provinciale de la santé. C'est-à-dire que si les données posent déjà problème, déjà au niveau de la zone de santé, on peut déjà dire que ces données posent de problème. Et la province aussi a la possibilité
de vérifier la qualité des données avant de partager au niveau central où se trouve la cellule d'analyse intégrée afin que l'on puisse commencer aux analyses de ces données. Mais il y a aussi des fois où les données peuvent arriver jusqu'au niveau de jusqu'au niveau national, au niveau de la cellule d'analyse intégrée. Mais pendant les analyses, nous constatons qu'il y a des anomalies. On peut toujours faire un feedback pour la vérification au niveau du terrain afin de comprendre la qualité des jets, de la qualité de ces données. Donc, euh, la vérification se fait à plusieurs niveaux et il y a plusieurs acteurs qui sont impliqués pour nous aider à voir les données. Merci. Thank you very much. Merci beaucoup, Dr. Frank, pour cet exemple qui vient du terrain et qui explique le fonctionnement, la réponse à cette question dans le cadre des pays à faible revenu. Est-ce que vous souhaitez ajouter quelque chose, chers collègues? Sinon, nous allons prendre la question suivante. Est-ce qu'il y a des projets visant à insérer au Sud-Soudan l'AIE, étant donné les épidémies de choléra et de rougeole qu'on a depuis 2023 jusqu'à présent? Marie-Émilie et Yashna. Oui, je serais contente de répondre en premier si vous le voulez bien, et je serais ravie que les collègues complètent mes propos. Dans l'idéal, la prochaine étape, ce serait effectivement de déployer l'AIE dans les États qui le sollicitent. Il faut qu'il y ait une demande de la part de ces pays. Ce déploiement pourrait se faire en coopération avec le continent africain, avec les organisations régionales et avant tout avec les ministères responsables de la santé. Ce que nous faisons à l'heure actuelle, c'est que nous diffusons l'AIE, nous faisons connaître l'outil, y compris au Sud-Soudan et dans d'autres pays. Il serait utile que cet outil soit déployé. Malheureusement, je veux dire que ce serait même un contexte parfait, malheureusement. L'AIE a été déployée en République démocratique du Congo pour lutter contre les épidémies, les flambées, pour trouver une approche qui permette d'avoir une vision complète, holistique de la problématique. Ce qu'il nous faudrait, ce sont des ressources de manière à pouvoir apporter un soutien sur la base de l'AIE pour pouvoir le déployer, pour pouvoir former à l'outil et pour avoir un soutien sur place pour les États qui le demandent. Dès lors que nous sommes en mesure de le faire, eh bien, nous serons heureux de pouvoir répondre positivement aux demandes des agences de santé publique, des ministères de la Santé ou de tout partenaire dans les pays. Et bien sûr, si d'autres collègues souhaitent compléter mon propos, j'en serais ravie. Eh bien, il semble que vous ayez tout dit. Nous avons dépassé le temps prévu pour notre réunion. Peut-être que nous pourrions avancer vers notre conclusion de notre séance d'aujourd'hui. Est-ce que vous souhaitez compléter, Marie-Amélie? Il y a d'autres questions. Nous serons heureux de répondre à ces questions, mais ce ne sera donc pas en ligne, mais donc à distance. Merci pour l'invitation qui nous a été lancée. Alors, nous allons partager les questions avec l'équipe technique, Marie-Amélie et l'équipe ici, et nous allons pouvoir y répondre par écrit, faire un tableau questions-réponses qui sera ensuite téléchargé sur le site pour que tout le monde y ait accès, pour que tout le monde ait accès et aux questions et aux réponses. Sur ce, permettez-moi de vous remercier. Merci à Marie-Amélie, Yashna, Dr. Frank, Dr. Nima, nos intervenants aujourd'hui. Merci à toutes et tous pour la description de cette approche qui est essentielle. Et bien sûr, on n'oublie pas non plus les diapositives. Un grand merci. EpiWin est ce qu'il est grâce à vous toutes et tous, grâce à vous, participantes et participants. C'est vous qui lui donnez vie. Nous sommes toujours heureux de vous entendre. Nous aimerions également remercier les interprètes et les techniciens qui vous remercient.
Merci aux interprètes qui ont rendu accessible à toutes et tous ce webinaire. Merci à toutes celles et tous ceux qui travaillent en coulisses et qui rendent possible ce webinaire. Michael, à mes côtés, merci. Lester, mon collègue qui est assis bien loin de moi puisqu'il est aux Philippines, mais qui a rendu cela possible. Nos collègues hérités, toutes celles et tous ceux que je n'ai pas cités nommément, merci. Nous espérons pouvoir vous retrouver la semaine prochaine. Il serait question du choléra. La communication, l'engagement pour lutter contre le choléra, la gestion du risque, la gestion du choléra. Premier webinaire sur la protection des communautés vis-à-vis du choléra dans un cycle que nous démarrons. Et puis le 24, ce sera un sujet tout à fait différent puisqu'il s'agit d'analyser les nouvelles menaces épidémiologiques. Donc, deux sujets très intéressants et très différents au menu. Nous aurons de vous retrouver le 10 septembre à 13h, heure suisse. Merci à toutes et à tous. Bonne journée ou bonne soirée.